Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Rencontre avec le Monde que CGDN Français vous propose en collaboration avec TV5 Monde. Pour créer un dialogue direct entre la Chine et le monde, les équipes de CGDN Français partent dans différents pays et régions pour interroger des personnalités locales et des Chinois d'outre-mer sur les grands défis qui se dressent dans le monde actuel. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Paris pour ouvrir ce volet France de notre série. Et à mes côtés, 4 invités distingués. Tout d'abord, Madame Su Xiaoqing, secrétaire générale du comité d'échange franco-chinois de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et aussi secrétaire générale de l'association Les Amis de Hu Jianming, qui vise à poursuivre le dialogue franco-chinois qu'incarnait feu l'ambassadeur Hu Jianming. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français et président de la Fondation Prospective et Innovation, un groupe de réflexion qui vise à informer les décideurs français sur les enjeux du monde contemporain. Et puis, Monsieur Li Yongqun, correspondant à Paris du journal Le Quotidien de la Jeunesse de 1996 à 2001, et puis chef du bureau à Paris du journal Le Quotidien du Peuple depuis 2013. Et enfin, Monsieur Alain de Chalveron, chef du bureau de France 2 à Washington de 2003 à 2010, et puis à Pékin de 2010 à 2016. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de 3 sujets. Les relations sino-françaises, l'initiative Ceinture et Route et le réchauffement climatique avec comme perspective cette question: comment la France et la Chine peuvent-elles ensemble contribuer à bâtir une communauté de destin pour l'humanité? Ma première question, je voudrais l'adresser à M. Raffarin. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs de la Chine parmi les hommes politiques français. Dans 4 mois environ, la Chine et la France vont célébrer le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques. 55 ans après, comment jugez-vous la décision historique du général de Gaulle de reconnaître officiellement la République populaire de Chine, une première parmi les puissances occidentales? De Gaulle avait raison. De Gaulle a vu juste avant les autres. Il a engagé la France dans ce partenariat avec la Chine. Il avait anticipé les succès de la Chine. Il avait anticipé le fait que la France et la Chine devaient parler ensemble. Et donc cette initiative est une initiative structurante de notre amitié. Et compte tenu de la situation d'aujourd'hui, avec la dangerosité du monde, avec les initiatives souvent unilatérales prises par certains, je pense notamment au président américain, mais pas seulement, on voit bien que le dialogue et le dialogue multilatéral est au cœur même de la paix du monde. Et nous travaillons tous pour la paix. Il n'y a pas de développement sans paix, et c'est pour ça que nous pensons vraiment que De Gaulle, dans cette vision-là, a inscrit les relations entre la France et la Chine dans une perspective de développement, le tout pour la paix du monde. Et Monsieur de Chalveron, quand vous avez commencé votre mandat à Pékin en 2010, on était encore sous la présidence de Nicolas Sarkozy ici en France, et depuis, la France a déjà changé 2 fois de président. Quel changement notable dans la politique française envers la Chine avez-vous pu constater lors des dernières années? D'une façon générale, une amélioration. Alors déjà, sous Nicolas Sarkozy, les choses se sont améliorées. Les relations s'étaient dégradées pour des raisons dont on pouvait être responsable et d'autres raisons qui échappaient à notre volonté, en particulier quand le porteur de la flamme s'est senti agressé à Paris, a été agressé à Paris. On ne peut pas attribuer ça à Nicolas Sarkozy, naturellement. Mais déjà à la fin de son mandat, les relations s'étaient nettement apaisées, même étaient devenues, je dirais, presque confiantes. On a vu ça par exemple avec les pandas. Les pandas étaient un peu le symbole de cette amélioration des relations. Sous Hollande, les relations se sont constamment améliorées. On a évité du côté français tout ce qui pouvait être provocation, et une coopération assez fructueuse s'est instaurée. Et je crois tout simplement qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on s'inscrit dans cette continuité. On est dans la ligne qui suit celle de Hollande. Et Monsieur Li, est-ce que l'attitude de la Chine envers la France a également changé durant ces 10 dernières années? La Chine considère toujours la France comme un partenaire stratégique important, comme un pays d'expérience et de savoir-faire. Les économies des 2 pays sont très complémentaires et il y a une volonté de renforcer la coopération tant au niveau politique et que dans l'opinion publique. Ces dernières années, les caractéristiques les plus importantes des relations des 2 pays ont été la hauteur et la stabilité. La hauteur se reflète dans principalement des échanges de haut niveau avec les réunions de 3 mécanismes de haut niveau de dialogue sur les stratégies bilatérales, sur les échanges culturels de l'économie et des
finances. Échanges humains. Voilà. Et la stabilité se réfère au développement des réguliers des relations des deux pays. En dépit d'une situation internationale incertaine, elles ont su maintenir l'esprit des principes de respect mutuel, de recherche d'un terrain commun, d'une communication étroite et de recherche de gagnant-gagnant. Peu importe les changements de situation, il y a tout lieu de croire que cela ne changera pas la direction générale des relations des deux pays. Et Madame Su, vous êtes secrétaire générale de l'association Les Amis de Hu Jianming. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une deuxième lune de miel dans les relations sino-françaises? Parce que c'est une expression qui a été utilisée dans les années 2004-2005 pour décrire les belles relations bilatérales de l'époque où justement M. Hu Jianming était ambassadeur de Chine en France. Vous avez tout à fait raison. On dit lune de miel aussi pour porter une espérance. Ça veut dire que de la part des Chinois, ils espèrent, avec un président de la République française qui est jeune, qui est très ouvert, les Chinois souhaitent retrouver l'âge d'or dans la relation franco-chinoise. Maintenant, président Macron a donné plein de signes d'amitié, plein de signes d'ouverture vers la Chine. Et puis, dans beaucoup de domaines, climat, économique et politique, géopolitique, la France et la Chine ont beaucoup à faire. Donc, les Chinois comme les Français souhaitent que ce sera un deuxième lune de miel. Quand il est question des relations économiques avec la Chine, la France est très préoccupée par son déficit commercial. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine début 2018, ce sujet a fait couler beaucoup d'encre dans la presse française. À en croire les chiffres, la Chine exporterait 45 milliards d'euros de produits vers la France, tandis que la France n'en exporterait que 15 milliards vers la Chine. Monsieur Ravarin, comment expliquez-vous ce déficit et le réduire est-il vraiment aussi important pour la France? Ce déficit, donc de 30 milliards, comme ça a été dit, en fait est en grande partie dû à la croissance chinoise qui fait que la mécanique de développement chinoise absorbe beaucoup de potentiel et que finalement la croissance fait que l'économie chinoise a besoin d'exporter, a besoin de rayonner pour pouvoir continuer son propre développement. Et donc ça a été toute une période qui a été la période dans laquelle la croissance de la Chine était faite par les exportations. Alors je crois que maintenant, on est en train de changer un peu les choses et les importations deviennent une priorité chinoise, d'où la grande conférence qui va avoir lieu de l'exposition internationale au début du mois de novembre à Shanghai, présidée par le président Xi Jinping, où là, on va voir la Chine importer des milliards et des milliards s'adressant aux entreprises du monde entier. Je pense que le développement chinois a été fait par les exportations et que maintenant, il se fait en partie par les importations, par la demande intérieure, par tout ce qu'est la recherche d'une nouvelle croissance plus inclusive, plus qualitative, ce qu'est la stratégie du plan chinois. Donc, je pense que cette orientation chinoise est plus favorable que ne l'était la précédente pour nos exportations. Mais je pense qu'aussi la France doit se sentir mobilisée. Alors, c'est pas facile parce que nous avons des problèmes de langue, des problèmes de culture, des problèmes qui sont de distance, évidemment. Donc, tout ça n'est pas simple. Mais je ne connais pas de pays pour lesquels c'est simple. Donc il faut travailler pour cela. Et c'est vrai qu'au fond, les entreprises françaises sont souvent un peu trop petites. Notre problème, c'est que nous n'avons pas assez d'entreprises exportatrices de taille plus importante. Or, pour aller en Chine, il faut une certaine taille. Et donc là, on a un problème structurel, nous, d'exportation. On a des grands groupes qui sont très implantés en Chine. Quand vous regardez Schneider, quand vous regardez Total, quand vous regardez Michelin, Seb qui est réussi, on a des très belles réussites. Mais nos PME sont souvent trop petites. Et il est évident qu'il faut avoir du capital et du haut de bilan pour pouvoir durer un peu en Chine. Et c'est pas facile de réussir en Chine avant 2-3 ans. Donc il faut pouvoir investir tout ça. Donc il faut dire la vérité. Il faut dire que la Chine, c'est pas un marché qui se conquiert comme ça facilement. Il faut investir. Donc on a des progrès à faire du côté français. La Chine peut nous aider en ayant l'ouverture de ces marchés la plus large possible. En tout cas, ce qui me paraît favorable, c'est que ni la Chine ni la France
sont pour un protectionnisme excessif. Qu'on se protège sur ce qui est notre souveraineté, comme le fait la Chine, comme veut le faire la France, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qui sont des secteurs de notre souveraineté pour lesquels on protège, c'est normal, mais pour le reste, on n'est pas dans les logiques de l'isolationnisme, on n'est pas dans les logiques du protectionnisme, on est dans les logiques où c'est la coopération qui permet le développement. En fait, comme vous venez de mentionner, l'exposition internationale de l'importation qui va bientôt s'ouvrir à Shanghai, la Chine a toujours dit, en fait, ne pas vouloir chercher un excédent commercial. Monsieur de Chalvron, avec Emmanuel Macron, pensez-vous que lui, il aura plus de moyens de réduire ce déficit commercial avec la Chine, étant donné justement ce contexte où la Chine maintenant va encourager plus d'importations? Écoutez, ce déficit commercial, il dépend d'abord et avant tout des consommateurs. Les consommateurs français et les consommateurs chinois. Je ne vois pas parmi les consommateurs français de signes avant-coureurs d'un rejet aujourd'hui des produits chinois. Donc je pense que de ce côté-là, l'appétit de produits chinois ne va pas baisser. Alors en revanche, de la part du consommateur chinois, comme le disait M. Raffarin, oui, peut-être y a-t-il une ouverture possible par l'augmentation du niveau de vie, tout simplement, l'augmentation de la classe moyenne chinoise, qui est friande de produits français aussi, européens, de produits importés d'une façon générale, parce qu'il y a peut-être une volonté politique aussi de favoriser les importations. Donc ça, c'est un signe positif, c'est un signe d'espoir, en tout cas, le consommateur chinois. La deuxième partie qui peut jouer sur cette réduction du déficit, c'est naturellement la relation politique. Alors c'est vrai que là, on peut espérer qu'avec Emmanuel Macron, on fera mieux qu'avec la présidence précédente, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment le consommateur. Et là, oui, il y a un espoir du côté chinois, je dirais. Puisque vous parlez de la classe moyenne qui est en train de se former en Chine, peut-on en fait compter justement sur ce secteur, par exemple, des sacs Louis Vuitton pour réduire le déficit avec la Chine? Donc la classe moyenne chinoise, on commence à parler il y a une dizaine d'années. Mais je pense qu'actuellement, elles sont importantes. Elles peuvent représenter à peu près un tiers de la population chinoise à terme d'ici 3 à 5 ans, c'est-à-dire 480 millions de personnes. Actuellement, selon un chiffre réservé, ce n'est pas un chiffre très optimiste déjà, on compte 38 millions de Chinois qui possèdent 2 fois 15 millions, c'est-à-dire 15 millions en propriété immobilière. Tout le monde sait que le prix immobilier est très cher en Chine, surtout dans des grandes métropoles, et 15 millions en monnaie, en bourse, en investissement personnel. Donc il y a tous ces gens de foyers, pas de personnes, de foyers qui auraient 15 millions. Donc c'est énorme. Deuxièmement, les Chinois, dès qu'ils parlent d'un produit qu'ils souhaiteraient avoir de l'étranger, c'est forcément un produit français, souvent. Un produit français qui fait rêver il y a 20 ans, il y a 15 ans, les Pékinois, les Shanghaiens, maintenant qui fait rêver les gens de Xining, du centre de la Chine. Donc je dirais que je vais encore utiliser l'âge d'or pour la France, puisque la France, souvent je répète ça aux délégations chinoises que je reçois à Paris, la France c'est l'un des seuls pays où la chaîne industrielle est complète. Depuis l'industrie légère, la gestion des produits de luxe dans le monde et jusqu'à l'armement aérospatial, aéronautique, etc. La France est vraiment un pays idéal. Par ailleurs, la Chine, les Chinois ont un amour inconditionné pour les Français et la France. C'est réciproque, hein? Dans ce cas-là, la France est vraiment bien placée dans les 20 ans qui viennent pour séduire les consommateurs chinois. Bien sûr, on parle des 30 milliards de déficit commercial. Je suis vraiment d'accord avec Monsieur le Premier ministre pour dire que c'est un problème structurel parce que en nombre d'entreprises, 0,4% de grands groupes français en Chine
produisent 53% de valeur d'exportation. Et tandis que les entreprises de taille intermédiaire, des entreprises moyennes, produisent 34-36%, en 4% seulement. Donc les deux ensemble fait même pas 5%. Et le reste, c'est les PME-PMI françaises, 95% en nombre, produisent seulement 13% de valeur en exportation. Et là, sûrement, il y a des chutes, beaucoup de non-réussites, et à nous tous à mieux les aider, puisque dans les années qui viennent, ce sont les PME-PMI, comme vous disiez tout à l'heure, les sacs Louis Vuitton, les autres. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, il a dit que pour réduire ce déficit, je ne vais pas le faire de manière défensive, mais de manière gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des dirigeants qui croient que les relations économiques, c'est plutôt un jeu à somme nulle. Donc il y a un gagnant, il y a sûrement un perdant. Êtes-vous d'accord avec cette vision? Et non, Non. Ça c'est la vision de Trump. Oui. C'est la vision de la guerre économique. Il y a le gagnant, il y a le perdant. Nous, on a la vision de la coopération. C'est pas la guerre, la coopération. Et donc, on va y revenir sur la route de la soie, sur un certain nombre de grands projets. La coopération, c'est travaillons ensemble. Et nous souhaitons, comme on le fait pour l'industrie, y compris nucléaire, travaillons ensemble en Chine, en France et même en pays tiers. Actuellement, on est en train de construire une centrale nucléaire franco-chinoise en Angleterre. Donc c'est ça, je pense, la voie, c'est la voie de la coopération. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une logique d'un commerce extérieur équilibré, mais équilibré par la dynamique collective et pas équilibré par ce qu'on appelle la guerre économique. Ça finit mal, la guerre économique. Il faut ne jamais avoir eu la guerre sur son terrain, comme les Américains, pour employer le mot guerre. On peut parler de compétition, on peut parler de concurrence, mais pas de guerre. La guerre, on n'en veut pas. Alors que les États-Unis se renferment de plus en plus sur eux-mêmes, un ambitieux projet chinois lancé il y a 5 ans est en train d'interconnecter les pays et les peuples de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Appelé en Occident les nouvelles routes de la soie, ce projet gigantesque d'infrastructure de conception chinoise se veut désormais un projet pour la paix et la prospérité mondiale. Première question, je voudrais l'adresser à M. Li Yongqun. Comment la Chine a-t-elle eu cette idée de la ceinture et route et pourquoi y tient-elle si fortement? L'initiative Une ceinture, une route est souvent appelée également Nouvelle route de la soie. Dans ce cadre, les premiers trains des marchandises sino-européennes sont arrivés à Lyon en avril 2016, ouvrant un nouveau canal pour les échanges économiques et commerciaux sino-européens, recevant une chaleureux accueil dans tous les milieux de la société. La soie était la richesse de l'économie lyonnaise. Lyon, jadis au bout de la route de soie, renoue avec son histoire par cette arrivée des trains de Wuhan. L'initiative proposée par la Chine pour construction cette nouvelle route de soie incarne la prise de la responsabilité de la Chine face au monde. Tout d'abord, la croissance de l'économie est entrée dans une phase médiocrité. L'initiative peut entraîner dans un nouveau cycle de productivité et faire avancer le développement de l'économie mondiale. Ça veut dire que l'économie mondiale a connu pas mal de difficultés, y compris l'économie chinoise aussi ces dernières années. Le gouvernement chinois a voulu redonner en fait un dynamisme à l'économie en créant ce type de nouveaux projets en infrastructure. Monsieur Raffarin, vous êtes un peu le représentant du gouvernement français lors du dernier forum. Complètement. Je suis représentant spécial du gouvernement français pour la Chine auprès du ministre des Affaires étrangères. Exactement. Surtout l'année dernière, il y a eu en mai 2017 un forum sur la coopération ceinture et route. Vous étiez là aussi présent. Expliquez-nous un peu cet intérêt de la France pour ces nouvelles routes de la soie. Les routes de la soie, pour moi, il y a du yin et il y a du yang. Il y a du positif et de la crainte. La crainte, ça a toujours été. On a craint l'hégémonie américaine, puis après on a craint l'hégémonie japonaise. Dans ma bonne ville de Poitiers, on a arrêté les magnétoscopes pour pouvoir stopper l'hégémonie japonaise. Donc tous les grands projets
sont toujours des projets qui font peur. Il y a derrière ce projet une inquiétude. Est-ce que les Chinois ne sont pas en train d'inventer une nouvelle mondialisation à la chinoise? C'est-à-dire une nouvelle banque mondiale avec la Banque des infrastructures, une nouvelle organisation de l'OMC. Est-ce que derrière ce projet, il n'y a pas une organisation à la chinoise? Moi, je réponds à ça. La gouvernance mondiale, l'ONU, l'UNESCO, l'OMC, a été construite par l'Occident pour l'Occident. Dans un monde où l'Asie n'était pas ce qu'elle était. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'Inde ne soit pas au Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que c'est normal qu'on soit dans cette situation aujourd'hui, au fond, décalée vis-à-vis de la réalité? Donc moi, je crois qu'il faut repenser un peu la mondialisation pour avoir des règles dans lesquelles les pays émergents se sentent plus à l'aise. Mais ça s'invente comment? Autour de la table. Et donc il faut y aller pour y participer, pour y défendre nos points de vue, pour y créer des rapports de force, pour discuter avec nos entreprises, pour défendre nos projets, nos entreprises, pour défendre nos intérêts. Mais il faut être autour de la table, parce que c'est une nouvelle organisation du monde qu'il faut essayer de bâtir. Et si on reste à l'extérieur de la table, ça se fera. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Il n'y en a pas d'autres. Est-ce que vous voulez que les pays aujourd'hui se battent ou coopèrent? Moi, je suis pour la coopération contre la tension. C'est pour ça que je trouve qu'il faut discuter, se bagarrer, et j'approuve beaucoup ce que le ministre des Affaires étrangères chinois et le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian en France, ont décidé. Travaillons projet par projet. Pas d'idéologie, pas de sujet trop compliqué, on va projet par projet. Et dans chaque projet, on défend nos intérêts. Nous, la France, on est attaché à tel type de projet. Le port de Marseille veut développer ses partenariats avec Shanghai. On soutient le port de Marseille. Et on y va. Et là, on voit quelles règles, quelle place, quel partage des responsabilités. Et quand on discute par progrès, les tensions baissent. Et on voit bien que projet après projet, on construit quelque chose d'assez ambitieux. Donc vraiment, aujourd'hui, expliquons vraiment à nos publics que les dangers de guerre existent dans le monde. Et comment on lutte contre la guerre? On lutte contre la guerre par la coopération. Et c'est pour ça que moi, je suis pour ce projet. Et Monsieur de Chalvron, vous êtes d'accord avec Monsieur Raffarin? En France, est-ce que les gens ils connaissent un peu ces nouvelles routes de la soie? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que ce qui a été fait est extraordinaire. Quand je suis arrivé en Chine en 2010, il n'y avait pas de route de la soie. Et quand je suis parti, il y avait une route de la soie. Je l'ai fait, je l'ai suivi jusqu'à la frontière du Kazakhstan. J'ai fait un long magazine là-dessus. C'est prodigieux. Et ça s'arrête pour le moment au Kazakhstan. Alors là, j'ai un point d'interrogation pour savoir si le reste du trajet sera effectué avec autant d'efficacité en Chine. Mais le travail qui a été fait par les Chinois est purement extraordinaire. En quelques années, ils ont réussi quelque chose d'époustouflant. Bon. Ça, c'est une chose. Alors, s'ils l'ont fait, comme dit M. Raffarin, c'est parce qu'ils y ont intérêt, hein, les Chinois, naturellement. Les Chinois, d'abord, ils ont de l'argent, donc ils avaient la capacité de faire cet investissement. Ensuite, ils ont vu que le monde, effectivement, devient de plus en plus dangereux, qu'il y a des incertitudes vis-à-vis des États-Unis. Il y avait cette politique de containment déjà d'Obama et qui se redouble encore avec Trump. Donc, ils se sont dit, et c'est logique, c'est leur intérêt, bon, trouvons un autre moyen d'exporter nos produits, de conquérir de nouveaux marchés. Alors, ce que je dirais globalement, c'est que dans l'histoire du monde, quand on fait un tuyau, il est rare que le tuyau ne soit pas utilisé. C'est toujours utilisé. Alors naturellement, il n'y a aucun souci. Il sera utilisé par les entreprises chinoises pour arriver sur le marché européen. Mais les trains n'ont aucun intérêt à repartir vides. Pour les compagnies ferroviaires, ne serait-ce que ça, et pour les États aussi, on n'a pas intérêt à avoir des trains pleins de Chine vers l'Europe et vides dans le sens inverse. Donc on va remplir le tuyau. Vous parlez comme M. Macron. C'est ça. Qui a dit ça exactement. Ah bon. C'est la réciprocité. Oui, enfin, c'est-à-dire que les entreprises françaises, européennes d'une façon générale, vont voir qu'il y a ce tuyau et vont se dire mais profitons de ce tuyau. Et ça peut être justement un moyen de convaincre des
entreprises petites ou moyennes, parce que c'est plus facile de remplir un wagon de train qu'un container ou des containers sur des bateaux. C'est plus simple aussi, et ça va plus vite, on voit le résultat. Donc je suis relativement confiant, même si dans un premier temps ça servira surtout les intérêts chinois, que ça sert aussi les intérêts européens à terme. Et de toute façon, alors là, je suis entièrement d'accord avec M. Raffarin, le monde est en train de se charger d'orage. Et le meilleur moyen d'éviter la guerre, c'est qu'on aille bien, qu'on ait la prospérité. Et si la prospérité peut exister en Chine et peut exister en Europe, c'est l'intérêt des deux parties. Et pour que les trains qui repartent de France en Chine, il faut que les entreprises françaises les remplissent avec des produits français. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes à les remplir? Je dirais que d'abord, il faudrait que les entreprises françaises apprennent vraiment entièrement l'information sur cette politique nouvelle route de la soie. Il y a quelques années, elles ne se sentaient pas tellement concernées, mais maintenant, davantage. En fin de compte, depuis 2008, la crise financière, la crise économique, il n'y a pas de projet de grande envergure dans le monde. Il y a ce projet et surtout, à la base, si on se rappelle un peu de l'histoire, 130 ans avant Jésus-Christ, sous la dynastie des Han, il y avait cette route de la soie chinoise et on peut imaginer que s'il n'y avait pas cette route de la soie, notre vie quotidienne aujourd'hui ne serait pas pareille. Les raviolis, les pâtes, la soie et tout ça, comment on peut faire circuler? La nouvelle route de la soie proposée par le président chinois est basée sur 4 termes. Discutons ensemble, construisons ensemble et profitons ensemble. Partageons ensemble et gagnant-gagnant. Donc gagnant-gagnant, ça veut dire que le train ne peut pas partir dans un sens, ça ne pourrait pas fonctionner. Et ça doit partir dans les deux sens. Et c'est à France, c'est à nous tous, des entreprises, à construire cette route à l'intérieur et pas à l'extérieur en regardant. Et récemment, les médias occidentaux parlent beaucoup des difficultés que la Chine rencontre dans la mise en place de l'initiative Ceinture Route, et notamment dans les pays comme la Malaisie, le Pakistan. Certains projets sont en suspens pour des raisons politiques. Certains critiques pensent que l'image de la Ceinture Route est tachée à cause de ces difficultés. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est un projet pour le siècle. Ce n'est pas un projet pour les 2 ans qui viennent, les 3 ans qui viennent. Donc qu'il y ait des difficultés, notamment pour l'Asie centrale, pour traverser des endroits difficiles, pour gérer les questions politiques. Je vois bien, pour répondre, l'Europe met beaucoup de temps sur ces sujets-là. Donc l'histoire ne se fait pas comme ça si rapidement. Donc qu'il y ait des difficultés, ça ne me paraît pas forcément suffisant pour douter du projet. Car le fond de l'affaire, on le dit toujours dans nos débats politiques, notamment en France, on manque de vision dans le débat politique, on manque la perspective. Ah, De Gaulle avait une vision, De Gaulle avait une pensée. Là, on a une vision. Et la vision, c'est l'alliance de l'Asie avec l'Europe. Et donc, c'est une vision d'un continent qui est le continent euro-asiatique, qui stabilise l'Euro-Asie elle-même, y compris avec la Turquie et l'Iran au milieu, avec l'appui de la Russie au nord, et avec ce dialectique entre l'Asie et l'Europe. Ce grand continent, c'est la stabilité du monde. Ça, c'est une vision. Et quand vous voyez l'Europe dans cette perspective-là, est-ce que ce n'est pas une vision pour nous de se dire, comme il y a au Palais du Peuple, vous savez, dans les grandes salles, il y a ces superbes oiseaux avec des grandes ailes. Eh bien, l'Europe, c'est un bel oiseau avec une grande aile, une aile importante, qui est l'Eurasie, et puis une autre aile, qui est l'Eurafrique. Et l'Eurafrique, c'est très important, parce que la route de la soie concerne aussi l'Afrique. Et l'Europe, elle est au centre de l'Eurafrique et de l'Eurasie. Et c'est une position très stratégique. Mais ça, naturellement, c'est une vision à 50 ans, c'est une vision à 80 ans. Et donc, ça prend du temps. Mais l'essentiel pour la politique aujourd'hui, c'est certes de répondre aux citoyens
tous les jours sur sa demande, mais c'est aussi de savoir où on va. Une force qui va et qui sait où elle va. C'est ça la politique. Et de ce point de vue-là, la route de la soie, c'est de la belle politique. Avec un besoin fort de développer leurs infrastructures, beaucoup de pays africains se montrent très enthousiastes vis-à-vis de l'initiative Ceinture Route. La France a une présence, une influence traditionnelle sur le continent africain. Est-il possible d'envisager une coopération tripartite France, Chine, Afrique dans le cadre de l'initiative Ceinture Route? Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Parce que la Chine voit bien qu'elle rencontre parfois des difficultés en Afrique et qu'il est nécessaire d'avoir et une bonne connaissance et une relation historique, géographique, fondée notamment sur l'expérience. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui avait été envisagé par les premiers ministres chinois et français en son temps, de faire un grand forum sur la coopération tripartite, c'est vraiment une perspective très importante. Je vous le dis, de mon point de vue, l'Europe a tout intérêt à choisir ses deux ailes, l'Eurasie, l'Eurafrique. Et l'Europe a tout intérêt à aller en Afrique avec la Chine, en discutant avec la Chine, avec des partenariats qui sont des partenariats équilibrés. Quand vous voyez ce que nous faisons ensemble dans l'aéronautique avec les avions, naturellement les avions que nous construisons avec succès, je pense à Airbus. Quand vous voyez ce qu'on fait avec aujourd'hui les nouveaux réacteurs nucléaires et notre coopération en pays tiers au Royaume-Uni, on se dit que l'avenir de la coopération franco-chinoise, c'est en grande partie un avenir en pays tiers. Et donc la coopération franco-chinoise doit considérer que l'Afrique est un espace très important de développement, dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt de l'Eurasie. Donc de ce point de vue-là, la relation tripartite Europe, Chine, Afrique est très stratégique pour le XXIe siècle. Et pensez bien que si ce grand continent de l'arc qui va de l'Asie jusqu'à l'Afrique en passant par l'Europe est stable, ça veut dire que le monde sera stable. Et c'est sans doute le cœur de la stabilité du monde à venir qu'il nous faut bâtir. Merci, Monsieur le Ravarin. Maintenant, passons à la troisième partie de notre émission. Un sujet qui touche également toute l'humanité, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un sujet sur lequel la France et la Chine partagent la même vision et ont un rôle crucial à jouer. Car le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, que l'humanité a mis tant d'efforts à atteindre, laisse une grande interrogation sur le sort de la cause climatique. C'est bien d'actualité qu'on parle du réchauffement climatique car on vient de passer un été où la canicule a fait s'ouvrir presque tout l'hémisphère nord. Le réchauffement climatique, on peut quasiment le ressentir d'année en année. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui en nient l'existence? Que pensez-vous de ces climato-sceptiques, Monsieur de Chaban? La même chose que vous, probablement, mais enfin, il faudrait surtout demander à Trump lui-même et puis à son administration pourquoi est-ce qu'il nie une évidence que tous les Américains ressentent, parce qu'il n'y a pas que la température, il y a aussi les intempéries qui augmentent, les cyclones. Voilà, donc c'est difficile maintenant de nier qu'il y a un problème. Et je dirais même au-delà de ça, hein, imaginons qu'on puisse être climato-sceptique. On est quand même obligé de se rendre compte que la vie de l'homme est devenue difficile, qu'on a pourri la vie de l'homme. Alors, j'ai vécu à Pékin 6 ans. À Pékin, on s'en rend compte, évidemment, parce que c'est de plus en plus difficile de respirer à Pékin et la Chine a pris les mesures. À mon avis, la Chine n'a pas signé les accords de Paris par altruisme, mais aussi parce que c'est son intérêt, c'est l'intérêt tout simplement de la planète. Donc, climato-sceptique ou pas, on se rend bien compte qu'à force d'avoir ce mode de développement qu'on a depuis des années, on est en train de se pourrir la vie à nous-mêmes. Donc je comprends vraiment pas la politique américaine en la question. Je trouve ça désastreux. Heureusement, c'est pas le gouvernement fédéral qui détient toutes les cartes aux États-Unis. On voit qu'il y a en ce moment même une conférence qui réunit les grandes villes à San Francisco. Il y a des États, il y a des grandes villes aux États-Unis, il y a des grandes entreprises aux États-Unis qui ne sont pas climato-sceptiques et qui luttent contre la politique de l'administration. Ça, c'est un point positif.
Et dans la lutte contre le réchauffement climatique, la France et l'Europe sont des militants de premier plan. L'accord de Paris est aussi considéré comme un progrès historique dans le combat climatique de l'humanité. Pourquoi ce volontarisme de l'Europe, Monsieur Afra? Parce que, comme dit M. Chalon, on a cette conscience en Europe que la vie, progressivement, sera de plus en plus empoisonnée. Et donc, il faut pouvoir réagir. Et donc, nous sommes, nous aussi, un peu comme les Chinois, pour un monde multipolaire et un monde multilatéral. Et donc, sur ce sujet de la planète, il n'y a pas sujet plus multilatéral que ça. Et nous avons été contents de voir les positions de la Chine. Parce qu'au départ, la Chine n'était pas sur cette ligne. On se souvient les réserves de la Chine sur Kyoto. On se souvient des difficultés que nous avions à cette époque. Mais là, la Chine s'est engagée non seulement pour appliquer, mais avant pour gagner l'accord et la signature à Paris. Et donc on a bénéficié d'une coopération avec les Chinois très significative. Parce que, au fond, c'est le nouveau multilatéralisme que nous voulons développer. Mais on voit bien que c'est nécessaire de mettre tout le monde autour de la table, de discuter avec tout le monde. Et de ce point de vue-là, je pense que les accords de Paris ne peuvent pas devenir les derniers accords du multilatéralisme. Parce que tel que les choses avancent, on le voit pour l'Iran, on le voit pour le climat, aujourd'hui Washington remet les choses en cause. Donc c'est un sujet extrêmement grave, parce que l'accord de Paris c'est une étape, mais il en faudra d'autres, il faut avoir cette dynamique de l'accord complet. C'est ça la position de la France, c'est un multilatéralisme qui est moderne, qui laisse la place aux pays émergents, qui donne des responsabilités importantes, et c'est pour ça que le rôle de la Chine est très stratégique. Et voyez-vous, je comprends que la Chine, dans cette affaire, comme le dit M. Chalon, joue sa propre carte et son intérêt, pensant à la population de Shanghai ou de Pékin ou d'ailleurs, qui peut être victime de certains effets de pollution. Mais au-delà de ça, la Chine s'engage vers un nouveau multilatéralisme où on est capable de décider ensemble d'une nouvelle politique pour la planète. Et c'est ça notre combat d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je pense que Macron, Xi Jinping ont tous les deux des responsabilités historiques pour faire de l'accord de Paris, non pas le dernier accord du multilatéralisme moderne, mais peut-être le premier accord d'une nouvelle génération d'accords qu'il faudra mettre en œuvre. C'est quand même l'intérêt non seulement de nos enfants, mais aussi de notre propre génération, puisqu'on voit que les phénomènes, les tempêtes, les cyclones, la montée des eaux, tout ça nous concerne de plus en plus, avec aujourd'hui des populations qui sont victimes de cela dans des proportions extraordinairement massives. Donc c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous, en dehors de l'égoïsme, en dehors de l'unilatéralisme. Il faut vraiment aujourd'hui se serrer les mains, avoir cette solidarité pour notre planète. Le président Xi Jinping parlait, comme le président Chirac, un peu de la maison commune. Au fond, on a une seule adresse, et si on ne défend pas notre adresse, eh bien on risque d'être perdu. Et outre ce consensus politique, la France et la Chine ont aussi beaucoup de potentiel de coopération dans le domaine industriel. Madame Su, quel est le statut du secteur de l'économie verte dans l'ensemble des échanges commerciaux franco-chinois? Constatez-vous une tendance à la hausse? Oui, tout à fait. Au moment de la signature de la Chine de cet accord de Paris, personne n'y croyait vraiment ce qu'elle allait le faire. Mais là, depuis cette signature, quand vous vous promenez dans la rue de Pékin, dans la rue de Shanghai, vous voyez des énormes plaques sur le côté de bus. Quasiment tous les bus à Pékin sont devenus électriques et vous ne voyez aucune mobilette à gaz. Enfin, je ne sais pas comment on le dit. Toutes les mobilettes sont électriques. Et donc, c'est aussi cette façon de s'engager, un grand pays comme la Chine, et que la Chine s'est engagée elle-même à respecter, à faire des progrès et à coopérer avec l'Europe et avec la France, par exemple, des projets Air Paris avec le ministère de l'Environnement. Et ce sont des projets verts dans la transition énergétique. La Chine est devenue le plus grand investisseur dans le monde en quelques années.
Donc l'engagement fait que le monde progresse. On se souvient encore, après la COP21 à Paris, il y a eu une sorte d'euphorie générale sur la planète. Mais cette euphorie suscitée par l'accord de Paris n'a semble-t-il pas duré longtemps. Selon un article du magazine The Economist datant du 2 août 2018, soit 3 ans après la COP21, les émissions de gaz à effet de serre augmentent de nouveau à l'échelle mondiale. Les investissements dans les énergies fossiles et la demande en charbon sont de nouveau à la hausse. Dans certains endroits du monde, les subventions pour l'énergie solaire ou éolienne s'amenuisent et l'énergie nucléaire coûte cher et devient impopulaire. Et l'article conclut à la fin que l'humanité est en train de perdre la guerre contre le réchauffement climatique. Êtes-vous d'accord? C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des doutes, y compris dans certains pays, à propos de l'accord de Paris, mais cet accord-là, qui est un accord global, a montré des directions. Il faut continuer dans cette direction. Ce sera long, ce sera difficile, mais nous y arriverons parce que l'humanité joue son destin. Et quand on parle de notre destin, de la communauté humaine, cette humanité qui doit préparer son propre avenir, moi je fais confiance à la conscience des opinions publiques, à la conscience des populations. Pour le moment, la conscience est en train de monter, mais d'ores et déjà, la situation est très différente par rapport à il y a 5 ans. On voit les jeunes générations, les enfants, ils ont conscience du défi climatique. Voyons un peu les choses positives, et là, on va dans la bonne direction, il faut continuer. Mais bien souvent, Monsieur le Premier ministre, quand même, des gouvernements voient beaucoup plus court terme, voient qu'ils ont à gérer une situation économique, par exemple, qu'ils ont des intérêts, des lobbies qui pèsent sur eux, qui pèsent sur leur électorat. Alors, bon. Avec justement la démission de Nicolas Hulot en France, par exemple. En France aussi, on n'est pas épargné par ça, mais enfin, je pense surtout aux États-Unis, avec le lobby du charbon et la clientèle du Parti républicain, qui sont les mineurs. Si vous voulez, ça ne représente pas un nombre considérable de gens, mais suffisamment pour inverser la politique des États-Unis. C'est navrant, mais ce n'est pas uniquement aux États-Unis qu'on trouve ça. On le trouve dans beaucoup de pays où les intérêts à court terme l'emportent finalement sur les intérêts à long terme. Hélas. Exact. Et surtout, la Chine a une attitude très pragmatique. Vous savez tous qu'à Pékin, à Shanghai, on attend pour avoir le droit d'acheter une voiture. En attendant, il y a des voitures écologiques, électriques, qui se vendent aussi, qui se lancent aussi sur le marché. Le gouvernement de Pékin a mis une politique pour tous ceux qui achètent une voiture électrique, c'est 100 000 yuans de données. Parce que les Chinois ont compris qu'en fait, on ne peut plus marcher sur le même chemin de d'abord polluer, ensuite de l'améliorer. Ouais. Parce qu'on en est victime nous-mêmes. Je voulais apporter mon témoignage. J'étais donc à Pékin entre 2010 et 2016. Donc j'ai vu la position de la Chine évoluer, et non seulement évoluer, mais vraiment devenir militante. C'est vrai qu'au début, la Chine avait plutôt tendance à vouloir protéger son charbon, qui est la première source d'énergie en Chine. Et les dirigeants chinois et la population chinoise s'est vite rendu compte que même s'il y avait de gros intérêts en jeu sur le charbon, finalement l'intérêt numéro 1 quand même du peuple chinois, c'était de pouvoir survivre tout simplement. La pollution fait des milliers de morts chaque jour en Chine. Et j'ai vu cette position évoluer, d'abord modérément, avec l'intérêt purement chinois qu'on pouvait trouver dans une nouvelle politique, et puis progressivement dans l'intérêt planétaire. Et la Chine s'est mise au service à ce moment-là, non plus seulement d'un intérêt purement national, mais d'un intérêt... Et dans la préparation de la conférence de Paris, je crois que le ministre français des Affaires étrangères est venu... tous les 3 mois, grosso modo, et finalement a emporté la décision de la Chine, et non seulement la décision, mais vraiment, dans ce cas-là, l'alliance de la Chine sur cet accord. Et je peux vous dire ce que m'avait confié un responsable français à cette époque-là. Il m'a dit, si les Chinois ne s'étaient pas engagés à ce point-là sur l'accord de Paris, probablement les États-Unis n'auraient pas voté. Et les États-Unis, c'était Obama à cette époque-là.
Vous n'avez pas de chance parce que lorsque vous étiez en poste à Pékin, c'était vraiment les périodes de pic de pollution et maintenant, je vous assure que ça s'est vraiment Il faut que je retourne beaucoup en Chine. amélioré. Monsieur Li, peut-être vous voulez partager un peu les progrès que la Chine Oui, a parce que accomplis. la pollution est devenue un sujet de préoccupation pour la population chinoise. Et une série de scandales écologiques ont poussé la Chine à se préoccuper de la transition écologique. Désormais, je pense que la Chine a pris ses distances avec l'obsession de l'expansion économique tous azimuts et a évolué vers un modèle plus durable qui fait primer la qualité sur la quantité. Et elle cherche à résoudre les principaux problèmes environnementaux et à travailler avec un développement de modèles d'une modernisation où l'homme se développe en harmonie avec la nature. En harmonie avec la nature, oui. Et la question du climat, au fond, c'est aussi une question de la justice. Le principe de la responsabilité commune, mais différenciée, définie par l'ONU, est accepté par la plupart des pays sur la planète. Les pays riches doivent techniquement et financièrement soutenir les pays les moins avancés afin de les aider à assurer un développement durable. En théorie, c'est très bien, mais en réalité, comment s'assurer que ce principe soit respecté et que la justice climatique soit protégée? C'est toute l'ambition des accords de Paris, parce qu'au fond, l'idée que la responsabilité est commune, mais différenciée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous responsables, mais à des degrés divers, suivant notre développement passé et notre ancienne croissance. Donc, je pense que cette volonté, c'est de tenir compte des pays émergents et de leur nécessité d'avoir accès au développement et qu'au fond, les pays développés doivent faire plus d'efforts que les pays en voie de développement parce que ce qui compte, c'est le développement et il faut faire que ce développement soit le plus possible climato-compatible. Mais en même temps, ce n'est pas la même exigence que les pays qui ont déjà eu une croissance qui leur a permis d'atteindre un stade de développement plus élevé. Donc cette idée de justice, elle est dans les accords de Paris, mais il va de soi que chaque pays est responsable de sa propre stratégie de développement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple en Afrique, qu'il y a un développement des start-up, y compris pour promouvoir des innovations allant dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Et donc, cette initiative-là de soutien aux start-up, c'est une initiative d'innovation, de recherche, de développement. Et ça doit être conforté, soutenu par les organisations internationales et la gouvernance internationale. Donc, je crois vraiment que la justice fait partie de cette idée, que chacun doit avoir ses propres responsabilités, mais qu'on soutienne, comme le fait la Chine et comme on le fait aussi en Europe, à fond la recherche, l'innovation. Je vois que dans le livre de M. Xi Jinping, le mot innovation, c'est le mot qu'on voit le plus souvent. Et au fond, c'est un peu ça notre problème aujourd'hui. Est-ce qu'on a confiance dans l'intelligence humaine pour résoudre nos problèmes? Et notamment, est-ce qu'on a confiance dans la jeune génération pour résoudre les problèmes que la génération précédente n'a pas su résoudre? C'est comme ça que depuis des siècles, l'humanité avance. C'est que les jeunes générations inventent des solutions aux problèmes que les générations d'avant n'ont pas su résoudre. Donc les générations ont résolu un certain nombre de problèmes, on n'a pas tout résolu, bien loin s'en faut. Maintenant, faisons confiance à la science, au progrès, à la recherche, à l'innovation, aux jeunes générations, à tous nos laboratoires de recherche, à toutes nos start-up, pour mobiliser ça, mais non pas pour le mobiliser simplement pour nos pays, le faire pour l'ensemble de notre maison commune, celle qui brûle, c'est-à-dire la planète. En tout cas, M. Ravrin, vous avez confiance et vous autres, avez-vous confiance? Et une dernière question pour terminer cette partie. Êtes-vous personnellement optimiste ou pessimiste plutôt quant à l'avenir du combat climatique, M. de Chavron? Bon, je vais dire que je suis optimiste, mais je ne suis pas sûr que je dis la vérité. Non, je pense que quand même il y a une prise de conscience suffisamment importante. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bon, si les États peuvent trahir ces accords de Paris, on peut compter sur la société civile parfois pour combler ce vide. Non, je suis tout de même optimiste parce que vraiment la maison brûle. Et M. Li?
Moi, je suis plutôt optimiste, comme M. Javron. Selon l'accord de Paris, la Chine a déjà promis de réduire ses émissions par unité de PIB de 60 à 65% en 2030 par rapport à son niveau de 2005. C'est pour ça que je suis optimiste. Et Madame Su? Oui, optimiste, surtout cette prise de conscience s'est exprimée dans la bouche des chefs d'entreprise chinois quand ils arrivent en France. J'ai rencontré le président du groupe Xiong'an, c'est le premier groupe de cette nouvelle capitale Xiong'an, et qui arrive en France chercher un modèle de la campagne française pour construire autour de Xiong'an, puisque la France a su garder ses terres agricoles et aussi contribuer dans l'équilibre climatique, etc. C'est su par les Chinois et ils ont la confiance en expérience française. Quand il y a la prise de conscience, on peut être optimiste. Climat, ceinture et route, mondialisation et multilatéralisme, la France d'Emmanuel Macron et la Chine de Xi Jinping ont beaucoup en commun et ont l'intérêt de travailler ensemble pour montrer un nouveau modèle de coopération internationale et de gouvernance mondiale. Et pour cela, des dialogues et réflexions constantes entre les deux pays sont indispensables. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Merci à TV5 Monde de nous avoir prêté ce beau studio et cette belle équipe technique. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très rapidement pour un nouvel épisode de Rencontre avec le monde. Au revoir.